Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser au marché du podcast. On sera en compagnie de l'animateur radio Sébastien Coé qui a lancé il y a un an tout juste sa plateforme Podcast Story. On fera ensuite un point sur toute l'actualité des entreprises de ces dernières semaines en compagnie de notre invité récurrent Arnaud Marion. Et puis on terminera avec des femmes innovantes qui sont mises à l'honneur chaque année dans les trophées des Margaret. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et on va parler du marché du podcast en compagnie de Sébastien Coé. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Donc, je ne vous présente pas, animateur radio et fondateur, pour ceux qui ne le sauraient pas, de la plateforme de podcast Podcast Story, plateforme lancée il y a un an. Je me disais quand même, on est sur aujourd'hui un univers qui semble en tout cas très centré sur la vidéo. On a des Netflix, d'Amazon Prime, mais aussi des réseaux sociaux très centrés sur la vidéo, que ce soit Instagram ou TikTok pour les plus jeunes d'entre nous. Est-ce que la voix a encore sa place aujourd'hui? La voix a plus que jamais sa place. Vous savez, moi, quand j'ai commencé la radio, quand j'étais gamin, j'entendais déjà les prémices de la radio va mourir. Ouais. Alors ensuite, on a dit, quand les FM sont arrivés, on jouait de la musique, on a dit les généralistes vont mourir. Vous vous rendez compte que rien ne meurt. Les meilleurs et ceux qui sont les meilleurs dans leur système et dans leur écosystème ne meurent jamais. Vous voyez que les meilleurs généralistes tiennent encore le haut du pavé, que les mauvaises généralistes, elles, sont pour le coup peut-être en train de mourir. Je parle des radios d'info, etc. La différence entre généraliste et musical. Musical, vous voyez que les radios musicales qui performent et qui maintenant ont mêlé des contenus continuent d'avoir des millions d'auditeurs chaque jour. Et puis celles qui n'ont rien changé et n'ont pas bougé ont beaucoup plus de mal. C'est la même chose dans tous les métiers. Donc l'audio performe chaque jour. La radio est un média ultra puissant. Les contenus, on parlera des podcasts tout à l'heure, mais les contenus audio sont ultra complémentaires. Vous savez que la vidéo, vous ne pouvez pas tout faire. Avec la vidéo, vous ne pouvez pas faire du sport, vous ne pouvez pas courir en regardant la vidéo, vous ne pouvez pas faire de vélo en regardant la vidéo, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas en voiture mettre de vidéo. Très dangereux. Très dangereux, très dangereux. J'ai eu un chauffeur de taxi qui me l'a fait hier, j'avoue que j'ai eu. Mais vous savez, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le centre du développement des voitures et des marques qui fabriquent des voitures, c'est plus le moteur. En France, on fabrique les moteurs thermiques, on ne fabrique pas les moteurs électriques. Donc, il y a tout un système électrique qui, finalement, ne sera pas dépendant des constructeurs français. En revanche, le divertissement qui va être embarqué... c'est le Grand Paris de Renault, par exemple. Mais ce n'est pas que Renault, c'est le sujet de tous les constructeurs. Quel divertissement on peut mettre à l'intérieur pour que, finalement, les gens retrouvent leur contenu. Et le contenu audio n'a jamais autant performé. Et si on prend le marché américain, puisque le podcast, finalement, c'est un bébé du marché américain. Vous savez, c'est un regret. Mais moi qui ai commencé la radio il y a des années, on a souvent ce qu'on appelait chez nous des consultants américains. C'est-à-dire que vous aviez des types qui arrivaient... qui vous disaient, je vais vous expliquer comment ça se passait en 5 ans. Non, qui d'abord vous disaient « Congratulations ». Oh yes, great job. Donc déjà, il vous fouettait. Et après, il vous disait 2-3 trucs qui se faisaient aux États-Unis. Alors, comme tout, comme tous les consultants, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Mais parce que en radio aussi, la radio aux États-Unis était faite avec une avance. Les shows américains sur les mornings étaient faits en avance par rapport à chez nous. Et c'est le cas du podcast. C'est quand on prend la courbe de croissance et l'investissement publicitaire, il est passé à 1 milliard sur les podcasts aux États-Unis, sera en 2021, va être à 2 milliards sur 2022. Vous imaginez, pardon, 2022, donc 2023, on est sur un marché publicitaire qui double et une audience qui ne cesse de croître. Donc on est au démarrage de ça, sauf que c'est ma conviction. Et on a besoin de conviction. La vague du podcast arrive bel et bien en France. Le podcast en lui-même existe depuis longtemps. Je pense que la vague de la consommation et de l'investissement pub, c'est aujourd'hui. Et c'est maintenant que ça va véritablement partir. Vous parlez de la vague du podcast. Il y a quand même des gros mastodontes. Moi, j'ai vu, il y a un an, vous disiez, on vise la place de leader avec Podcast Story. Et il y a quand même des mastodontes que sont les radios, notamment les radios du service public. J'ai regardé un peu les chiffres. Je crois qu'en tête, on a France Inter, 47 millions d'écoutes par mois. Comment on peut rivaliser et faire une place? Alors, vous allez me dire, c'est pas le même produit. Moi, je fais du natif, d'accord, mais quand même. D'ailleurs, c'est assez simple. Quand on a lancé Podcast Story, on est parti sur un constat très simple. C'est que finalement, beaucoup de gens faisaient des choses qui coûtaient très cher. La fiction, ça coûte très cher. Le livre lu, ça coûte très cher. C'est très long. Je me disais que quand on a construit avec les équipes autour de moi, on s'est dit, mais finalement, il n'y a pas une offre simple de podcast qui dit clairement ce que l'on est. Vous savez, quand vous arrivez sur un marché émergent qui est nouveau, que vous avez un nom et que vous devez faire votre place, si en plus votre nom est compliqué dans un marché qui est compliqué, vous allez mettre du temps à sortir. Donc je me suis dit qu'en faisant des stories sur des podcasts et qu'on appelait ça Podcast Story, on gagnait du temps. Quand j'ai dirigé des radios ou quand je produis des émissions, je me suis rendu compte que c'est la simplicité qui m'a toujours fait gagner des points. La simplicité et l'aspect populaire.
Je pense que sur Radio France, il y a énormément de replays, comme beaucoup de radios. C'est-à-dire que comme vous avez des programmes sur des tas de radios, Radio France, il y a beaucoup de radios, découpez-les en mini-programmes de 3 minutes. Ça fait une masse, fatalement, ça fait du volume. Mais obligatoirement, oui, mais ça fait une masse en replay. C'est-à-dire que je reconsomme. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si évident que ça pour les radios. Ils ont énormément de replay, mais le natif, c'est moins évident. On se rend compte que sur les plateformes de musique qui font beaucoup de streaming de musique, passer au podcast, c'est parfois un enjeu, mais c'est pas si facile que ça. Vous y êtes sur ces plateformes-là? Oui, on y est, parce qu'on y est en complément, puis parce que j'ai envie que la marque Podcast Story soit connue. Vous savez, nous, depuis 1 an, on a mis tout ce que l'on avait dans la fabrication du produit. Parce que l'idée, comme on n'est pas qu'une plateforme, l'idée, c'était de devenir le premier producteur et diffuseur. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, nous, on ne va chercher aucun studio pour nous aider. On ne coproduit pas. On fabrique de A à Z nos podcasts. Il y a 1 an, on en avait 0. On a lancé 40 podcasts au démarrage de la plateforme. Aujourd'hui, on a plus de 250 podcasts. Dans 3 mois, on sera à 400 podcasts. L'idée était que ceux qui viennent chez nous et qui viennent nous rejoindre de plus en plus se disent que ils ont des heures de programme de story devant eux. Nos podcasts sont entre 15 et 20 minutes. On a une façon de produire, un sound design qui est identique sur tous nos podcasts. On a une façon de raconter avec une 40aine d'auteurs dans toute la France. Bon, je pense qu'on a les meilleurs comédiens de la place de Paris, mais on a des comédiens qui sont partout en France, qui sont avec nous. L'idée, c'est celle-là. L'idée, c'est que quand vous veniez chez nous, vous avez des heures de podcast qui vous chuchotent à l'oreille, parce que n'oublions pas que 30% des gens qui écoutent des podcasts les écoutent pour s'endormir. Donc le but du jeu, c'est pas d'avoir des productions où il y a des bruits de pas quand on n'entendait pas, des explosions quand on parle d'explosions. Nous, on a une production qui est quelque chose qui vient vous chuchoter, qui est finalement l'inverse de la radio. Quand vous faites de la radio, vous avez des millions de gens qui passent devant vous. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 millions d'auditeurs. Vous avez des millions de gens qui passent à chaque fois et vous leur dites restez avec nous, restez avec nous, restez avec nous, ça va être énorme. C'est le principe de la radio. Oui, c'est de toujours vendre ce qui va arriver pour que les gens restent avec vous. Podcast, c'est différent. Les gens qui appuient sur un podcast ont décidé de le faire et ont décidé que vous alliez leur parler à l'oreille. Et je vous le dis, surtout, beaucoup le font pour s'endormir. Nous, on est là pour parler à l'oreille de chaque personne qui télécharge la plateforme et qui a envie d'écouter des podcasts. Quand même, ce marché du podcast, j'ai regardé les derniers chiffres, puisqu'on parle de podcast natif, c'est à peu près 32% en 2022 de Français qui aujourd'hui écoutent des podcasts natifs, 33% l'année dernière, donc on a quand même un petit plafonnement. Est-ce que vous dites, faut regarder ce qui se passe sur le marché américain et le marché français va prendre la même tendance? Je ne regarde pas ce qui se passe forcément sur le marché américain, je vois que les courbes sont les mêmes. Je vois que la courbe d'investissement publicitaire est la même, que la courbe d'écoute est la même, qu'aux États-Unis, c'est 177 millions de personnes qui écoutent chaque semaine des podcasts. 177 millions. En France... Et est-ce que c'est que du natif? Non, mais je vais vous expliquer un truc sur la partie médiamétrie, puisque vous parliez des podcasts en France. Soyons réalistes. Aujourd'hui, on entend énormément parler, mais comme il y a 6 mois, on entendait beaucoup parler des NFT, et il y a 1 an, on entendait énormément parler des bitcoins. Ouais. Et vous vous rendez compte que tout ce qui est purement virtuel... Et là où il y avait quand même des signaux d'alerte, on se rend compte que... ça, je ne vais pas vous contredire là-dessus. On se rend compte que le pur virtuel portait bien le nom de virtuel, puisque finalement, la cote des NFT, à part quelques œuvres d'art de quelques artistes, c'est 0. Vous vous rendez compte que les bitcoins, malheureusement pour les gens qui nous regardent, qui ont mis tout leur argent dedans, je pense qu'ils ont dû passer des nuits à essayer de les retirer. Grosse nuit blanche. Le podcast, c'est quoi? C'est pas quelque chose de virtuel. C'est une nouvelle façon de consommer le comme je veux, quand je veux. Remonter dans le temps, on est en 2014... Vous êtes en France, vous habitez Montluçon, je dis ça volontairement parce que vous n'habitez pas une grande ville ni Paris, et on vous dit maintenant il va y avoir une plateforme qui s'appelle Netflix qui va arriver, qui cartonne aux États-Unis, et vous allez pouvoir regarder sur télévision, tablette, téléphone. Il y avait, à mon avis, en 2014, un pourcentage monstrueux de gens qui ne savaient pas comment on téléchargeait Netflix, qui ne savaient pas comment on le regardait, qui ne savaient pas comment on pouvait regarder sur sa tablette, sur sa télé, et puis finalement l'éducation a fait qu'aujourd'hui on ne dit plus qu'est-ce que tu regardes à la télévision, on dit qu'est-ce que tu regardes sur Netflix. Ouais. C'est la même chose pour le podcast. C'est une façon d'éduquer différente. Aujourd'hui, c'est vrai, le pourcentage des gens qui écoutent des podcasts, on est dans les grandes villes, majorité Paris, Île-de-France, Lyon, Marseille. Vous pouvez prendre les grandes villes, vous pouvez faire un gros cercle. Et autour, toute la province, c'est une zone blanche. Oui, parce que la cible est urbaine, ultra connectée. Pour l'instant, en tout cas, ceux qui consomment... Non, la cible n'est pas urbaine. La cible, elle est que dans un mode de consommation urbain, c'est comme ça. Moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Marle-sur-Serre, dans l'Aisne, en Picardie. Il se trouve que les grandes tendances, elles arrivent plus facilement à Paris qu'à Marle-sur-Serre, dans l'Aisne. Et il y a à un moment donné une phase c'est ce qu'on appelle, parce que je reprends l'image de la vague, c'est qu'à un moment donné, ce système de consommation
arrive de plus en plus chez les gens. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, peut-être qui nous regardent, qui se disent « Ok, j'entends parler de podcast, je ne sais pas comment le consommer, je ne sais pas si c'est gratuit ou payant, je ne sais pas combien de temps ça dure, est-ce que je peux le télécharger, est-ce que je l'écoute en streaming ?» Donc déjà, je leur dis « Venez sur Podcastory ». On a fait une appli extrêmement simple qui sait que si vous savez regarder une série sur Netflix, vous saurez regarder ou télécharger un podcast. C'est beaucoup plus simple, le podcast. Podcast qui vous accompagne quand vous le voulez. Nous, on a des gens, on a fait une étude sur... les gens, un suivi sur les gens qui sont avec nous. Ouais. On a téléchargé plus de 30 000 applis. En quelques semaines, on a passé 1 200 000 écoutes. Ce qui est rien peut-être quand vous parlez de mastodontes. Mais la différence, c'est que je ne suis pas un mastodonte et que nous faisons notre place avec un système de production et un format qui est unique que les autres n'ont pas forcément. Voilà, dans un marché qui, lui, va véritablement exploser. Et si vous venez consommer sur Podcastory, vous verrez que c'est extrêmement simple d'écouter des stories dans tous les genres et avec des styles complètement différents. Justement, qu'est-ce qu'il y a sur la plateforme? Parce qu'on n'en a pas encore parlé. Quelle est la signature, votre élément différenciant, si je peux dire ça comme ça? Nous, pas d'histoire, pas de conte, pas de fausses émissions de radio, pas d'interview. La story, elle a cet avantage d'être un format très clair, très carré, mais en même temps, à l'intérieur, tellement vaste. Vous pouvez raconter la story d'une marque. Vous pouvez, ça c'est la partie B2B que l'on fait chez nous. Partie brand content. Voilà, on le fait beaucoup d'ailleurs en parallèle. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que énormément d'entreprises nous ont contactés, et nous-mêmes nous avons contacté des entreprises avec des profils complètement différents. Des parcs d'attractions, des banques, des chaînes de restaurants, des marques internationales. Des villes aussi, non? Des villes, oui c'est vrai, merci de me le rappeler. De rien. J'ai fait mes devoirs. Ouais, bossez avec moi. Des villes, des régions, puisqu'on peut aller par là. Parce qu'on s'est rendu compte que les entreprises, les villes, les régions avaient parfois une histoire incroyable, mais que non seulement les clients ne la connaissaient pas, mais parfois les gens des équipes en interne ne les connaissaient pas. Donc il y a différentes dimensions dans le podcast d'entreprise. Il y a une partie RH. Il y a une partie communication sur l'histoire de l'entreprise. Nous, en plus, on fabrique en multilangue. Il y a un format très ludique avec le QR code. Vous savez, ce truc auquel plus personne ne croyait. Oui, et qui fait un retour en force incroyable. Mais voilà, et parce que le QR code, finalement, vous savez, à un moment donné, on se disait, les personnes âgées n'arriveront jamais, le QR code, c'est ce qui avait enterré le QR code d'ailleurs. On se disait, les personnes âgées n'arriveront jamais à prendre leur téléphone. Puis finalement, tout le monde s'est rendu compte que maintenant, les personnes âgées, si elles voulaient manger au restaurant et lire le menu, elles n'avaient pas le choix que de regarder le QR code. Donc on se rend compte, vous voyez, que l'éducation du public va de plus en plus vite. Souvenez-vous, quand Facebook est arrivé, le nombre de gens qui avaient du mal à mettre une photo ou à liker le compte de leur petite fille et finalement se rendaient compte qu'un commentaire privé devenait un commentaire sur leur page. Regardez aujourd'hui les gens de plus de 70 ans, comme ils manipulent Insta, Netflix facilement. Ça va vite. Ça veut dire que ça va se démocratiser selon vous, en fait? Le podcast ? Ouais. Mais vous savez, le principe, alors là pour le coup je ne l'invente pas, le principe du je veux écouter quand je veux, comme je veux, faire une pause quand j'en ai envie, le mettre dans ma voiture, le mettre à mon bureau, le mettre dans le train, parce que vous savez, quand vous regardez Netflix dans le train, vous avez un risque de ne pas avoir votre téléphone en main quand vous arrivez à la gare. C'est quand même un grand risque de vol aujourd'hui dans les trains, dans les métros, etc. Votre téléphone, il reste avec vous. Le podcast vous permet d'écouter pas mal de choses, de vous cultiver, de vous amuser, d'apprendre. Chez nous, on a fait vraiment des stories très larges. Vous rentrez par un petit portail très simple. Vous pouvez écouter des crimes, des success stories d'entreprise, des success stories de marque, des stories people, etc., etc. Et on a des succès chez nous. On a fait une des grosses performances sur le monde en 2050. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Non, je n'ai pas écouté. Extraordinaire. Incarné par Laurie Tillman. C'est pas très drôle. Hein. C'est sur le rapport du GIEC. C'est écrit par une autrice qui est spécialisée dans l'écologie. Et on a voulu le rendre populaire parce que la marque de fabrique de Podcastory, et c'est là que je vais peut-être revenir à ce que vous disiez au début, la différence par rapport à d'autres qui le font. Nous, on n'est pas ultra élitiste. Nous, on n'est pas là pour faire le petit papier qui fait bien à Paris, le petit billet d'humeur qui fait bien dans certains magazines. On n'est pas France Culture, France Inter, avec tout le respect que j'ai pour eux. L'idée, c'était de s'orienter vers un podcast populaire pour que lorsque la vague de la consommation arrive, les gens qui ont envie simplement d'écouter un podcast puissent se faire plaisir avec nous et comprendre l'intégralité de nos podcasts et prendre du plaisir, sans avoir l'impression que ça n'est pas réservé pour eux. C'est un autre accès à la culture, en fait. Ah mais alors, vous avez complètement raison. Je vais même aller plus loin. On est en train de préparer avec notre prochaine levée de fonds
différents segments de Podcast Story qui seront plus particuliers. C'est-à-dire Podcast Story aura des bébés, aura des verticales. Aura des verticales et notamment ce que l'on veut travailler sur l'ensemble de la famille et non pas les enfants, parce que je trouve que les podcasts d'enfants sont surchargés, mais les podcasts sur la famille, c'est-à-dire sur la parentalité par exemple. Ce que l'on peut écouter, alors la parentalité ce sera encore autre chose, mais ce que l'on peut écouter dans la voiture tous ensemble. Ah oui, ça c'est bien parce que je n'ai pas encore trouvé personnellement. Mais vous savez, les podcasts d'enfants, quand vous avez des enfants de 5 à 7 ans et que vous vous tapez 2 heures de comptine dans la voiture, je pense que les parents deviennent fous. Nous, on a envie de créer un podcast Story Family qui soit un podcast où finalement les parents peuvent apprendre quelque chose parce qu'en tendant l'oreille finalement, et puis on le fabrique différemment pour les enfants. Vous savez, et nos podcasts seront plus courts. Aujourd'hui, ils font approximativement 15 minutes. Podcast Story Family, ils seront plus courts. Pourquoi ? Parce qu'il y a des années, quand moi j'ai commencé à mettre mes vidéos sur YouTube, on se rendait compte que les gens pouvaient regarder 30 minutes sans problème. Insta est arrivé, on s'est rendu compte que c'était 3 minutes. TikTok est arrivé. Aujourd'hui, le temps d'attention sur TikTok est d'approximativement 13 secondes. Ça vous donne une chose simple, c'est que ça vous explique que finalement, la génération d'il y a 10 ans, plus la nouvelle, non seulement veut consommer sur son téléphone portable, et uniquement sur son téléphone portable, c'est important, et en plus de plus en plus court. C'est-à-dire que d'année en année, vous aurez du mal à mettre les plus jeunes devant des séries longues, vous aurez du mal à les mettre devant des films d'1h30. Et l'idée de fabriquer des podcasts plus courts, c'est aussi, vous avez raison, une forme d'éducation. On peut se le dire aujourd'hui, il y a des gens qui n'ouvriront plus jamais un livre. Il y a des gens qui n'ouvriront plus jamais un journal. Même vous, alors vous allez peut-être me mentir, mais c'était quand la dernière fois que vous avez replié un journal chez vous et que vous l'avez mis moi, dans je l'ai lu en table. digital. Oui, dans ce que Voilà. je dis. Mais en papier, non, j'avoue, je ne me rappelle pas la dernière fois. Eh bien, les gens qui nous regardent, posez-vous la question. Quand est-ce que vous avez replié, avec toute la difficulté du monde, vous vous souvenez, c'est facile à ouvrir, c'est très difficile à replier. Quand est-ce que vous avez replié un journal ? Dans la réalité, chez les moins de 35 ans, mais quasiment jamais. C'est-à-dire qu'on se rend compte, sans se le dire, que ça y est, le papier qui était censé être mort dans 10 ans, plus les coûts d'énergie qui vont augmenter, il va être mort dans 2. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que Le Monde, par exemple, fait des articles qui s'écoutent aujourd'hui. Oui, mais donc ça veut dire ça. C'est ce que vous dites, en fait, ce que vous m'avez interrogé pour ça au début. C'est bien mon rôle. Donc on revient à la question que vous me posiez quand vous me dites, est-ce que finalement l'audio va encore avoir sa place ? Ben, vous y êtes. Parce que finalement, les journaux ont passé leurs journalistes qui étaient sur des journaux papier, on leur a demandé de faire du web. Puis à un moment donné, il va falloir faire de la mini-vidéo et puis à un moment donné, du complément de podcast. C'est la seule et unique solution si vous voulez que des marques de journaux soient encore en vie dans 2 ans. Il n'y a pas le choix. Et les radios que vous connaissez toutes, si à un moment donné, il y a celles qui évoluent, il y a celles qui travaillent vers le podcast, etc. Et puis il y a celles qui continuent de faire de la radio à l'ancienne, qui est de dire... vous entendrez une musique que vous n'avez pas choisie, après 6 minutes de pub que vous allez peut-être subir ou pas. Voilà, aujourd'hui, il se trouve que vous avez une partie de la population qui veut écouter ce qu'elle veut quand elle veut. Donc aujourd'hui, si on prend les radios, demain, les radios qui gagneront seront toujours là, qu'on arrête de dire la mort de la radio. La radio est d'une puissance incroyable. Et les radios qui performeront sont celles qui ne seront plus de simples radios. Ce sont des fournisseurs de contenu, parfois à l'antenne, parfois en digital, parfois en podcast. Et c'est un peu la même chose pour les télés. Reste quand même la question du business model. Le business model, il est... Vous savez, vous aviez mes parents et même des gens qui nous regardent qui ont une culture classique de l'entreprise. C'est quoi ? On fait une recherche et développement que l'on absorbe dans sa fabrication. Vous sortez un produit à 20, vous avez des frais de publicité, de communication, vous essayez de le vendre et puis à la fin du mois, vous avez fait votre marge. Ça, c'est la version classique du commerce. Aujourd'hui, vous avez un autre business qui existe depuis quelques années, qui est le business du digital, dans lequel vous devez dépenser, dans lequel vous devez utiliser votre trésor. Moi, j'ai pris un choix, c'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas le mettre dans des grands immeubles, je ne l'ai pas mis dans des grands salaires, je l'ai mis dans des équipes réduites. J'ai 4 personnes à Tourcoing, j'en ai 4 à Paris, dans un studio. Et le but du jeu, c'est que vous devez, pour des podcasts, fabriquer votre catalogue, ce qui n'est pas une dépense d'argent, parce que finalement, votre catalogue, il a une valeur. Vous fabriquez votre catalogue. C'est le choix de Netflix, c'est exactement la même stratégie. J'aurais fait la même chose, j'étais le patron de Netflix. Vous fabriquez une plateforme dans laquelle vous mettez le moins d'argent possible, mais qui doit être efficace. Je pense que c'est ce que l'on a fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas dépensé des fortunes, on a utilisé chaque euro comme il se devait. Et puis le digital, c'est ça. Vous devez dépenser pour exister, pour avoir une position dans laquelle quand à un moment donné, ça se démocratise, on doit vous repérer et vous devez être l'un des meilleurs. En l'occurrence en podcast, avoir le plus grand catalogue. Donc vous voyez, c'est une économie à l'inverse. Vous devez tenir, dépenser raisonnablement. Et à un moment donné,
quand le business est là, quand le marché publicitaire est là, et il commence à être là en France, puisque des tas d'acteurs qui faisaient des communications classiques se tournent aussi vers le podcast, eh bien, parce que d'abord, vous pouvez une marque aujourd'hui, vous savez, un écran pub, c'est un écran pub. Un spot, c'est un spot. Une marque, vous pouvez l'intégrer dans votre podcast. C'est-à-dire que votre comédien peut intégrer le client dès le démarrage du podcast. Donc, ça veut dire que le client est intégré au contenu éditorial, ce que vous ne pouvez pas forcément faire dans d'autres médias. Avec le podcast, ça amène cette liberté, cette facilité que vous ne pouvez pas faire en vidéo. Très difficile. Très cher. Le podcast, et puis nous, on fabrique, je le dis aussi clairement, on fabrique comme on a industrialisé du début à la fin avec nos auteurs, avec nos comédiens et comédiennes, nous maîtrisons le coût de A à Z et on fabrique dans nos studios. Donc ça veut dire que chaque podcast qui sort de chez nous a été maîtrisé éditorialement et en termes de coût. Et l'année prochaine, vous passez en payant? C'est un peu plus complexe que ça. Ce serait un peu simple, mais on part surtout on étoffe notre catalogue. On étoffe nos équipes, on étoffe notre développement, on fait nos verticales. D'où la levée de fonds dont nous parlions. D'où la levée de fonds, oui, parce qu'à un moment donné, vous savez, si vous voulez vraiment, la phrase d'il y a un an n'était pas une phrase que pour faire beau, l'idée de devenir le premier producteur indépendant et diffuseur de podcasts. C'est aussi de se dire que vous pouvez avoir des entreprises qui vous rejoignent, vous pouvez avoir des talents qui vous rejoignent. Le basculement payant, finalement, c'est une des parties de l'économie dont vous parliez. Mais le but du jeu, c'est de continuer de fabriquer chaque étage de ce que nous fabriquons pour être numéro 1. J'ai regardé un peu ce qui s'était passé sur ce marché des podcasts natifs au cours des dernières semaines. Et donc, on a eu quand même Magellan qui s'est fait racheter par ETX il y a quelques mois. On a eu Louis Média qui s'est fait racheter par l'actionnaire de Bismart, en l'occurrence CMI. Le prochain à être racheté, c'est vous ? Pareil, je vais vous répondre un truc très simple. Ça me plaît parce que ça veut dire qu'il y a un business autour du podcast. Et il y a un business autour du podcast natif. C'est une très bonne chose. Si rien ne se rachetait, ce ne serait pas très bon. Je suis autant heureux de voir ça que de voir Audible qui fait de la pub à la télévision. Parce que c'est eux qui payent pour dire écouter des histoires en podcast. Ça me va très bien parce que je les embrasse parce qu'ils éduquent les gens à la notion de podcast. Donc je trouve ça très bien que des concurrents qui ont beaucoup d'argent prennent de la publicité à la télévision pour le dire. On nous a fait une offre de rachat, c'était assez drôle, au bout de 4 mois d'existence. Au mois d'avril. C'est exactement ce que j'ai dit aux équipes. Je leur ai dit ça n'a aucun sens. Parce qu'indépendamment de la fierté de dire on est racheté très vite, n'a aucun sens. On a construit qu'un dixième de ce que l'on veut faire. Laissons-nous progresser. Et à un moment donné, oui, bien sûr, un rachat, un partenariat, un groupe industriel qui voudra nous rejoindre, qui aura besoin finalement d'acquérir une société qui a déjà un catalogue plutôt que de fabriquer de A à Z. Oui, bien sûr, on réfléchira à tout. Mais là, c'était un peu rapide. Merci beaucoup Sébastien Coé. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur de Podcast Story. On poursuit cette émission avec notre rendez-vous mensuel avec Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Alors la dernière fois que vous êtes venu, on a parlé d'Orpea longuement. Dossier compliqué avec une crise de la dette qui monte, des créanciers, des actionnaires mécontents. Quand même, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, qui auraient loupé ce moment, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé des épisodes précédents ? En fait, d'abord, beaucoup de réactions à la suite de cette vidéo, puisque on a l'habitude depuis, c'est notre 3e saison ensemble, de suivre tous les dossiers d'activisme, en fait, quels qu'ils soient. Et c'est vrai qu'Orpea, tout d'un coup, on avait ce sujet lié au livre Les Fossoyeurs. Et puis, tout d'un coup, est reglissé sur le terrain financier. C'est la raison pour laquelle, ici, on essaye toujours de détecter à l'avance, en fait, les vrais sujets et qu'on s'y est intéressé. Alors, moi, j'ai eu des tonnes de coups de fil, de créanciers, d'actionnaires, etc. Précisant d'ailleurs en cela que je travaille pour personne dans le dossier Orpea, mais que juste, je suis un observateur comme d'habitude, comme je l'étais sur d'autres dossiers. Et alors, en fait, c'est un dossier qui se complexifie et on se demande s'il ne va pas y avoir un scandale dans le scandale, parce qu'en ce moment, des actionnaires contestataires, ça s'est toujours vu, parce que souvent, on perd de l'argent quand la société est cotée et qu'elle est soumise à une restructuration. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier quand même que cette entreprise a mené une restructuration financière au mois de juin à travers ce qu'on appelle une procédure de conciliation. Et en fait, l'enjeu, c'est qu'il y a une deuxième procédure de conciliation qui s'est, je dirais, soudainement ouverte au mois d'octobre et qui a été annoncée le 26 octobre. Il faut revenir un petit peu sur cette séquence parce que, bizarrement, c'est l'AMF, donc le régulateur,
qui a demandé à l'émetteur de suspendre son cours parce qu'il considérait qu'il y avait une anomalie de marché et en visant le règlement sur les abus de marché. Ouais. C'est un fait suffisamment rare, on ne l'a pas dit la dernière fois, ça, mais effectivement, en creusant le dossier, je me suis aperçu de ça. C'est un fait suffisamment rare pour le souligner, parce que généralement, c'est l'émetteur qui demande la suspension de son cours. Rarement l'autorité des marchés. Rarement l'autorité des marchés. Et il faut même savoir que ce n'est pas parce que vous le demandez que vous l'obtenez, puisque la doctrine de l'AMF est de considérer qu'en toutes circonstances, la liquidité doit se faire, que ce qui prime, c'est la liquidité. C'est pas le prix, c'est la liquidité. Ce qui peut se comprendre, notamment dans les comportements plutôt des fonds, des hedge funds ou des investisseurs anglo-saxons. Et alors, que se passe-t-il ? C'est que dans la foulée, ils suspendent le cours, ils sont bien obligés, ils sont contraints de le faire, et ils annoncent une nouvelle procédure de conciliation. Et là, plus personne ne comprend, puisqu'il y en avait déjà eu une 3 mois auparavant. Alors, l'entreprise essaye de dire, oui, bon, ils ne disent pas grand-chose de pourquoi il y a de l'inflation ou il y a ceci. Je ne pense absolument pas le cas. On n'arrive pas à faire notre plan de cession d'actifs. Et donc, aujourd'hui, toute cette deuxième procédure, elle est au cœur d'un certain nombre d'actions judiciaires. Les Échos, d'ailleurs, en ont relaté une partie la semaine dernière, je crois, la veille ou le jour où on se voyait. Et puis, on devait se voir, d'ailleurs, la semaine dernière. Parce que on a eu un rendez-vous manqué. Il y a eu un rendez-vous manqué pour tenir l'interview. Et là, on s'aperçoit que les créanciers, qui sont ce qu'on appelle les unsecured, donc les créanciers non sécurisés, qui sont généralement des fonds ou des banques, et souvent des banques étrangères, notamment à travers un véhicule qui s'appelle le Schuldschein, en fait, se retrouvent en première ligne et on leur dit, finalement, on va convertir vos créances en actions et avec une décote. Et puis derrière, on va relever de l'argent et de l'argent frais, et puis on va écraser tout le monde parce qu'on ne mettra pas de droit de préférentiel de souscription, donc pas de préférence aux actionnaires actuels. Et donc, il y a des tierces oppositions qui ont été plaidées la semaine dernière. Il y a 2 jours, mercredi, il y avait une audience qui était beaucoup plus technique dans le cadre d'un référé, où là, il y a des créanciers qui demandent une expertise en disant « mais c'est pas possible, sur quelle base avez-vous fait votre conciliation uniquement avec les banques, qu'on appelle le G6, qui sont les banques françaises, sur quelle base avez-vous fait ça, avec quels chiffres ?» puisque visiblement, les choses ont changé, et comment ça a pu changer en si peu de temps. Et là, c'est une bataille rangée, parce que le parquet, je l'avais dit la dernière fois, avait émis des réserves sur la première conciliation, d'ores et déjà, en disant « mais vous êtes sûr ?» Et là, effectivement, le parquet est assez sensible à tous ces arguments. Mais il y aurait une alternative en face ? Alors, la semaine dernière, il y a un groupe de 2 actionnaires, une personne qui vient du monde des maisons de retraite, qui a cédé notamment les Opalines, Laurent Péculier. Une autre personne qui vient plutôt du monde de l'immobilier et du private equity, David Azoud, qui avait monté peut-être il y a 1 mois, 6 semaines, qui ont décidé de rendre publique une action de concert en ayant 5% du capital et en disant « mais nous, on peut monter au capital et on peut accompagner, on pense qu'il y a des choses différentes ». Et la semaine dernière, ils ont émis un plan alternatif en disant « mais il n'y a pas besoin de faire tout ça ». On peut parfaitement garantir les créanciers que l'on pourra les rembourser, ou au pire, on les remboursera plus tard en action ou on les remboursera en cash selon l'état de la société. Mais on peut faire une première augmentation de capital en ouvrant le DPS. On peut lever 500 millions d'euros de RCF, en fait de lignes de crédit, et on pense qu'on peut faire 1 milliard de cessions d'actifs. Alors Laurent Péculier le sait, puisque lui, il a cédé 49 maisons de retraite pour plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est plutôt quelqu'un qui s'y connaît. Et donc aujourd'hui, alors, c'est la première fois que je vois ça dans les deals activistes. Généralement, on a les actionnaires versus les créanciers. Voilà. Et les créanciers convertissent. Et là, tout le monde est du même côté. Voilà. Et là, ils se retrouvent, comment dirais-je, du même côté. Il faut voir que les actionnaires aussi ont perdu beaucoup d'argent depuis le mois de juin, puisque l'annonce d'une deuxième conciliation a redivisé le cours par 4, sachant qu'il était passé de 100 à peu près à 25 € en juin, et qu'il est passé de 25 à 6 aujourd'hui. Alors non, moi je me posais cette question parce qu'effectivement on comprend bien qu'Orpea est dans une situation ultra compliquée avec en plus cette crise de la dette qu'on a déjà évoquée. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'Orpea est en quelque sorte too big to fail, c'est-à-dire l'État ne pourra pas laisser Orpea s'écrouler parce que derrière il y a toute la question de la gestion de la dépendance ?
Alors, je pense que c'est un dossier qui est éminemment symbolique, qui agit un peu comme une traînée de poudre sur les pairs, façon Corian, par exemple. Je pense que Sophie Boissard, elle a une tâche très très difficile aujourd'hui, parce qu'elle est quand même un petit peu à contre-courant, et qu'on a tendance à amalgamer et à généraliser des choses qui étaient certainement vraies, mais qui étaient peut-être beaucoup plus oui, c'est devenu la crise des EHPAD en général. Voilà, c'est devenu la crise des EHPAD. Se pose, à mon avis, la vraie question du business model pertinent, en fait, de la gestion de la dépendance et la gestion des personnes âgées. Toujours est-il que, bonne nouvelle, pour une fois, ce n'est pas des fonds anglo-saxons qui veulent rafler la mise, mais c'est plutôt la Caisse des dépôts et consignations qui est en embuscade pour prendre une participation de l'ordre de 30%. On entend même des bruits de marché disant que ça pourrait être 30 à 50%. Je trouve que, en tant que tel, d'ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est certainement compatible avec les plans dont on a parlé. L'un n'est pas ennemi de l'autre. Moi, ce que je dis, c'est que une société qui fait défaut et rembourse pas ses créanciers, elle n'a plus accès au crédit. Or, c'est quand même une entreprise. Il y a une dimension immobilière là-dedans qui nécessite effectivement du financement. C'est certainement ça. En fait, le sujet, c'est-à-dire le mélange entre l'immobilier et la gestion. Et finalement, il y a un peu une tendance qui se dessine, c'est que la gestion ne devrait pas être à but lucratif et devrait se faire selon un certain nombre de standards. Sophie Boissard a annoncé d'ailleurs que Corian allait se transformer en entreprise à mission récemment, en disant qu'il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on fasse plus de formation. Après, le mal des EHPAD, c'est aussi le mal de l'hôpital français. C'est la même chose. C'est-à-dire que les aides-soignants font fonction d'infirmiers, les infirmiers font quasiment fonction d'internes, les internes font fonction de médecins et les médecins font fonction de professeurs. C'est un peu ce décalage qui existe aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, on n'est jamais too big to fail et on l'a vu dans beaucoup de dossiers, je suis bien placé pour le savoir. On ne l'est jamais. Il y a certainement une volonté que ce dossier puisse se gérer. Mais alors, du coup, c'est absolument la stratégie de l'entreprise Orpea est absolument incompréhensible. Dans ce cas-là, on met tout le monde autour de la table. Et on avance, quoi. Or, en juin, ils n'ont mis que les banques, ils n'ont pas mis les autres créanciers. C'était ça la réserve du parquet. Et je suis certain qu'aujourd'hui, tous les créanciers, ils peuvent tous concourir au même dessin, en fait, pour Orpea. Alors, la dernière fois que vous êtes venu, on devait parler de Twitter et puis on n'a pas eu le temps. Twitter racheté par Elon Musk qui semble accumuler un certain nombre de faux pas. Vous avez écrit, il me semble, partout où je passe les mêmes erreurs. Est-ce que ça s'applique à Elon Musk ? Oui, alors, c'est vrai que tout le monde se pose vraiment la question parce que, en tout cas, il surprend. Mais comme vous le savez, pour faire avancer le monde, on a besoin aussi de gens qui sont un peu fous. Et quelque part, quand il avait lancé Tesla, et que globalement on disait mais c'est un constructeur automobile sans usine et sans voiture, tout le monde s'est moqué de lui. On a vu où il en est aujourd'hui. SpaceX, il s'est mis au niveau de la NASA, travaille pour la NASA. Twitter, pour le coup, il est disruptif, il a surpris tout le monde. Moi, j'ai un questionnement. Finalement, cette entreprise arrive à fonctionner avec 2 fois moins de salariés, puisqu'il y a à peu près 3500 salariés qui ont été licenciés du jour au lendemain. Alors, il dérange, je dirais, il dérange tout le monde. Là, il vient de bannir des journalistes, là, ce matin. Il dérange tout le monde, mais finalement, vous savez qu'il a le soutien de tous ses pairs aux États-Unis, les Mark Zuckerberg, les Reed Hastings, etc., en disant on ne sait pas où ça va mener, mais ça va être intéressant de voir où il va. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est sa position de manager. Il donne quand même l'impression d'être quelqu'un qui met vraiment les mains dans le cambouis, quitte à dormir sur place. Alors, c'est peut-être symbolique et exagéré, j'en sais rien, mais est-ce que c'est aujourd'hui la fonction d'un dirigeant d'être à ce point dans l'opérationnel ? Alors, c'est ce qui inquiète en fait les investisseurs et les marchés. Je parle des investisseurs de Tesla. C'est qu'ils se disent, connaissant Elon Musk, qui dormait déjà dans son usine, il dort chez Twitter, ça veut dire qu'il ne va plus s'occuper du reste. Ça, c'est un souci. C'est d'ailleurs pour ça que le cours, entre autres, de Tesla a dévissé. Pas que pour ça, il y a eu aussi des suractions. Il a vendu beaucoup d'actions.
et encore plusieurs millions cette semaine. Donc ça, c'est un sujet. Ça donne l'impression, en fait, d'une improvisation. Ça donne l'impression aussi d'une espèce de radicalité. La vraie question, bien évidemment, c'est la régulation de cette... Lui, il défend le free speech, c'est-à-dire la liberté d'expression. Oui, mais s'il commence à bannir des journalistes, on va se poser des questions. Ah bah voilà. Bah oui, voilà. C'est-à-dire que tout le monde peut tout faire, mais pas suivre son jet privé au nom de la sécurité. Donc on sent qu'il invente les règles au fur et à mesure, et que c'est une espèce de happening permanent. Il avait licencié tellement de personnes que je pense qu'il a repris certainement avec des grosses augmentations un certain nombre de personnes clés. C'est quand même tout de même assez dérangeant. Son vrai problème, d'abord, le vrai problème, Twitter, ça fait 10 ans que c'est coté, il y a eu 8 années de perte sur 10. Twitter, c'est 5 milliards de dollars de revenus, dont 4,5 qui viennent de la publicité et 500 millions qui viennent des analyses, un peu de data que Twitter peut donner. Donc il y a aujourd'hui un recul de la part du top 100 des annonceurs. Les annonceurs américains, c'est 55% du chiffre d'affaires de Twitter. Il y a un grand recul de ne pas nuire à leur image de marque en allant aujourd'hui sur ce réseau. Alors on a vu qu'il y a eu une espèce de paix assez hâtive finalement signée avec Apple, puisqu'en l'espace de 3 jours, mais il a été reçu à Cupertino tout de même. On a vu qu'il avait réussi à trouver un accord. C'est aujourd'hui, la vraie question, c'est son modèle économique, et peut-être que son petit badge bleu, c'est quand même une bonne idée. C'est-à-dire comment je monétise l'accès à ma plateforme. C'est-à-dire une version payante, c'est ça ? Voilà, la version payante. Enfin, je rappelle que LinkedIn est dans une version payante depuis tout le temps et que ça choque personne finalement. Donc après tout, pourquoi pas. Maintenant, effectivement, on se demande s'il n'est pas en train de faire plus de dégâts que de reconstruction, justement par rapport à un certain nombre de partis pris unilatéraux, puisque c'est lui qui décide de tout. Je voudrais qu'on revienne en France et qu'on s'intéresse au marché du bio. Marché en repli de 6% depuis le début de l'année. Certains magasins d'enseignes spécialisées sont d'ailleurs en ce moment en redressement judiciaire. C'est la faute à l'inflation, Arnaud, ou le mal est plus structurel ? En fait, le prétexte est peut-être l'inflation, mais on assiste à un phénomène qui est très dérangeant. C'est qu'en fait, c'est la déspécialisation des rayons. Tout d'un coup, on est en train de mettre le bio avec l'équitable, avec le durable, avec mais il y a peut-être trop de labels aussi. Sains. Il y a peut-être beaucoup de labels. En tout cas, le label bio, il était quand même assez réglementé. Mais moi qui ai fait beaucoup d'agroalimentaire, c'est tellement long de convertir des surfaces en bio pour qu'elles soient acceptées bio. Et c'est une telle chute de rentabilité. Et là, on commence à avoir un retournement chez les agriculteurs. On est en hausse de 8,5% cette année sur les conversions, 14,6% l'année dernière. Et il y a des gens qui commencent à faire le chemin inverse, des agriculteurs qui commencent à faire le chemin inverse, et là ça va être difficile de les ramener. Or on a des objectifs qui ont été fixés par le gouvernement, donc on risque de ne pas les atteindre. En fait. Là il y a un gros hiatus, et même les grandes enseignes ont renoncé à une direction des achats spécialisée dans le bio. On a remis tout ça au sein des directions d'achat. Ça, c'est un symbole qui est quand même extrêmement important. Même Naturalia, du groupe Casino Rally, est en train de songer à s'ouvrir à des produits moins spécialisés, parce que le bio coûte bien évidemment 30% plus cher en moyenne. 30% plus cher en moyenne, et que c'est un sujet. Donc moi, je trouve ça assez inquiétant, en fait, parce que ça avait été compliqué de convertir. Moi, j'avais discuté avec de l'amont, comme ça. C'était compliqué de convertir des agriculteurs au bio. C'est compliqué de convertir les agriculteurs au bio. Et s'ils reviennent en arrière, ils ne referont pas le chemin dans l'autre sens. Et ça signifie qu'on va importer de plus en plus du bio, de pays un peu exotiques dont on ne sait pas vraiment si c'est vraiment bio à la fin. D'ailleurs, une fois encore, c'est l'État qui intervient à la fin, puisque le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé une dotation de 5 millions d'euros pour le fonds Avenir Bio, une enveloppe de 750 000 euros pour une nouvelle campagne de communication sur le bio. C'est quand même quelque part un enjeu et de souveraineté alimentaire et un enjeu national à la fin. Bah oui, et surtout un enjeu de souveraineté, un enjeu aussi d'éducation par rapport à ce que l'on mange, par rapport au danger d'un certain nombre de produits transformés, et je dirais de ce qui vient aussi souvent hors de l'Union européenne.
Alors, autre sujet, cette fois, c'est Proxinvest qui, après Vigeo, est passé sous pavillon américain, racheté par Glass Lewis. C'était jusque-là la seule agence de conseil en vote française. Est-ce qu'on peut craindre que les investisseurs en France soient un petit peu moins bien conseillés du fait de ce rachat ? Proxinvest, c'est-à-dire qu'en fait, repris par Glass Lewis, donc globalement, il reste 2 grandes agences au niveau mondial, ISS et Glass Lewis, notamment, alors qui font ce qu'on appelle des proxys, qui font du conseil aux investisseurs, du conseil de vote et d'attitude à avoir pendant les assemblées générales, mais qui sont très écoutés, parce que quand à un moment ils disent de voter contre une résolution ou quelqu'un qui se présente, on l'a vu d'ailleurs dans le dossier Lagardère, l'an dernier, quand il y avait eu les votes à faire, ils avaient quand même, appuyé les résolutions des activistes, ce qui généralement n'était pas leur position. Mais justement, ils étaient connus pour ce franc-parler. Là, ils n'avaient généralement pas leur langue dans leur poche. Donc, est-ce que là, avec un actionnaire américain, ils vont avoir autant de liberté de parole ? Certainement moins, parce qu'ils vont rentrer effectivement dans un certain nombre de grilles et de normes. Moi, je suivais toujours avec intérêt soit ce que M. Leroy ou M. Dessein pouvaient déclarer dans la presse. Si on s'en souvient, ils ont été les premiers à prendre la parole, et je me souviens d'un article du Monde à propos de la rémunération de Carlos Ghosn chez Renault. Ouais. Et je pense que c'était en 2015. Et ils avaient des prises de parole extrêmement courageuses, mais ils étaient tout petits. Ils étaient pas très grands. C'était compliqué pour eux d'avoir de nouveaux clients. Ils ont été repris il y a 1 an ou 2 ans. C'est ça, 1 an ou 2, ouais. Par un banquier. Et puis là, ils retournent auprès de Glass Lewis. Alors c'est à la fois, bien évidemment, prestigieux. Extrêmement prestigieux. Ça veut dire quelle réussite finalement pour Proxinvest, mais vous citiez tout à l'heure Vigeo qui avait créé Nicole Notta, qui a été repris par S&P, si je me trompe pas. Oui, il me semble. Ça signifie qu'on perd cette spécificité française que l'on avait. Donc les Américains, c'est un bon débouché pour ces créateurs-là, mais on a tendance à s'anglo-saxoniser et à perdre notre singularité. C'est un peu dommage. On parlait il y a quelques minutes du marché du bio qui était à la peine. Il y a un autre marché qui en revanche se porte très bien, c'est celui de la seconde main. Finalement, merci l'inflation. Oui, c'est bien, ça accélère l'économie circulaire, ça accélère la seconde main, ça accélère un mouvement. C'est assez frappant parce que Vinted est le plus connu avec ses 75 millions d'utilisateurs, mais ça a été un peu l'effet d'opportunité et d'aubaine pour monétiser son placard. Mais il y a beaucoup de marques aujourd'hui. On voit ça avec Oxybul, on voit ça avec King Jouet ou autres, qui monétisent finalement le fait de vendre d'occasion. Et c'est très intéressant parce que finalement, ils vous donnent des bons d'achat, donc vous allez redépenser de l'argent chez vous. Ils vous le rachètent entre 20 et 30% de la valeur en bon d'achat. Ils vont le revendre à peu près à 50% de la valeur. Et donc, il y a une espèce de circularité qui se crée, qui est assez intéressante. On voit quand même que le printemps a créé au 7e étage, 7e ciel, pour justement cette économie circulaire dans le vêtement. Donc le printemps a fait ça, les Galeries Lafayette ont fait ça. Et on voit qu'il y a aujourd'hui des plateformes, bien évidemment, qui étaient un peu spécialisées là-dedans, comme VP et Showroom Privé, qui faisaient plutôt du déstockage, eux. Et puis, il y a on a vu Collector Square qui existait, on a vu Rossi également, et tout un tas d'initiatives comme ça pour pouvoir promouvoir l'occasion. C'est faible encore en proportion. C'est 3% par exemple du marché de l'habillement. Mais dans les magasins de jouets qui ont testé, ça va jusqu'à 20% du chiffre d'affaires et de l'activité. 20% ? Ceux qui ont fait le test et qui ont mis des corners d'occasion. C'est une vraie révolution des usages en fait. C'est une vraie révolution de l'usage, effectivement. Et c'est une expérience client. Les cachemires Éric Bompard, par exemple, l'ont fait également. Vous rapportez votre vieux pull Bompard effiloché et vous avez, je ne sais plus, 20 ou 30 euros de bon d'achat. Et la prochaine vague, c'est celle du B2B, Arnaud. Il faut que les entreprises
passe aussi sur la seconde main et le recyclé. Eh bien, on le voit beaucoup puisque en ce moment, j'étudie pas mal de dossiers dans les métiers du bâtiment, de la construction, des dossiers de fonds d'investissement, donc plutôt des dossiers qui vont très bien. Et effectivement, par rapport à l'empreinte carbone, l'aluminium, l'acier qui se recycle à l'infini à 95%, c'est préférable parfois à d'autres types de matériaux, par exemple dans les constructions métalliques versus du béton qui pour le coup est extrêmement consommateur d'énergie. Donc on voit que c'est déjà en train de prendre le pas dans l'analyse des chaînes de valeur. Vous savez que c'est un thème qui m'est très très cher par rapport à la dépendance que l'on a. Merci beaucoup pour toutes ces analyses. Arnaud Marion, évidemment, vous revenez au mois de janvier. Ah bah bien sûr. Bonnes vacances. Merci bien. Merci. On termine cette émission avec deux femmes. D'abord Delphine Rémy-Boutan, fondatrice de JFD, bonjour. Bonjour. Et Céline Bardet, fondatrice de We Are Not Weapon of War, bonjour. Bonjour. Delphine, vous venez aujourd'hui nous parler du prix des Margaret. Est-ce que d'abord vous pouvez nous raconter l'esprit de ce prix qui en fait veut encourager, si je comprends bien, les femmes innovantes? Exactement, inspiré pour encourager. On l'a créé à l'occasion de la journée de la femme digitale qu'on avait lancée en 2013. Et Margaret, c'est Margaret Hamilton, cette codeuse informaticienne de la NASA qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. Et toutes ces femmes, c'était des femmes de l'ombre, et c'était souvent d'ailleurs elles avaient double peine, elles étaient noires et femmes. Donc on les mettait dans des petits endroits, et puis elles faisaient des computer ladies. Le mot computer, en fait, calculatrice, n'existait pas en France, en français. Et donc elles faisaient ça, elles étaient vraiment ce fameux sous le radar, les figures de l'ombre. Ouais. Et donc c'est pour rappeler en fait que l'informatique qui a pris ses lettres de noblesse dans les années 70, c'est là où les hommes s'y sont engouffrés. Mais c'était nous les femmes, à qui on donnait ce genre de tâches. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'informatique, la tech, l'innovation gouverne le monde. Et donc il faut que les femmes se reprennent ce secteur qu'elles avaient créé à l'époque, qui leur appartenait d'une certaine façon, et où aujourd'hui on les invisibilise de plus en plus. Et donc ce prix, les Margaret, c'est en hommage à Margaret Hamilton, mais c'est en hommage à toutes ces femmes qui changent le monde grâce à la tech. On a Céline avec nous aujourd'hui et qui utilise la tech pour un monde meilleur. Et pour protéger la planète, protéger les humains et vivre mieux ensemble, en fait. Est-ce que c'est aussi pour mettre des rôles modèles en lumière? On dit souvent il n'y a pas assez de femmes dans la tech, et Dieu sait que sur Bismart, on le répète à longueur de temps. Est-ce qu'il y a un moment où il faut montrer des cas comme Céline, parce qu'au moins on dit aux jeunes filles, voilà, c'est possible, vous aussi, vous pouvez le faire? Bien sûr, je crois en l'effet miroir. Je crois qu'on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Plus on verra de femmes rôle modèle, c'est un peu présomptueux et prétentieux, mais l'important, c'est, et Céline Bardet le montre dans ce qu'elle fait, et toutes ces femmes en fait qui ont eu ce prix, c'est rendre visible en fait, et dire et montrer par prendre ces prises de parole, montrer que c'est possible. Alors oui, c'est difficile. Oui, entreprendre, c'est laborieux, c'est un sacerdoce, bien sûr, mais c'est possible. Et les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent y arriver. Alors justement, je vais me tourner vers l'une des lauréates des années passées. Céline Bardet, vous avez eu le prix en 2018, le prix coup de cœur des Margaret pour We Are Not Weapon of War. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce projet? Alors le projet, justement, c'est intéressant parce que moi, je suis juriste à la base et j'ai eu des rôles modèles de femmes juristes. Mais j'en avais absolument pas dans la tech. Et moi, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, je travaille sur des zones de conflit et j'ai commencé à me dire comment on pourrait développer des outils tech qui permettent aux victimes de viols de guerre, en l'occurrence, puisque je travaille sur les violences sexuelles liées au conflit, de pouvoir s'identifier pour qu'on sache où elles sont, de pouvoir mieux les aider, etc. Et j'avais pas vraiment de modèle par rapport à ça. Et j'ai développé cet outil. Je suis très, très fière de ce prix. Et je rebondissais vraiment sur la question du rôle modèle parce que je pense que c'est extrêmement important, en effet, de voir à un moment qu'il y a des femmes qui peuvent faire ça. Je crois que cette idée-là d'image, de l'incarner à travers des gens qui le font, c'est extrêmement important, en particulier pour les jeunes filles. Et moi, aujourd'hui, on m'écrit beaucoup
beaucoup de femmes et de jeunes filles m'écrivent autour de ce projet. Donc ça, je pense que c'est très important. Ouais. Donc c'est le travail qu'on fait et cet outil s'appelle Backup et il est en train d'être déployé dans le monde, sera déployé dans le monde l'année prochaine. Comment vous l'avez construit? Qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a manqué au moment où vous avez lancé ce projet, en dehors du fait de ne pas voir d'autres réussites un peu qui pourraient vous ouvrir la voie? Alors moi, à la base, je ne suis pas tech ni développeuse, donc je travaille avec une compagnie qui développe. Moi, j'ai eu cette idée. Mais par exemple, j'ai pu remarquer aussi que même la compagnie qui développe cet outil, que j'aime beaucoup par ailleurs, cette compagnie, on a très peu de femmes. Et par exemple, c'est un outil qui est développé pour aider principalement les femmes, parce que les victimes de violences sexuelles dans les conflits sont des femmes. Donc ça aussi, c'est une question, parce qu'on a besoin de femmes développeuses qui, je pense, ont forcément une approche qui est un peu différente. Et ça, moi, j'ai remarqué que ça manquait beaucoup au sein des entreprises, qui sont, encore une fois, pas mon secteur à moi, mais je vois que j'ai beaucoup de mal. Moi, je demande, j'ai dit, mais où elles sont, les femmes développeurs? Est-ce qu'elles peuvent venir sur le projet Backup? Donc ça aussi, c'est une question qui se pose. Donc l'idée, moi, j'ai eu l'idée. Le développement tech, évidemment, c'est pas moi qui le fait. Delphine, je trouve ça très intéressant ce que souligne Céline à l'instant, c'est-à-dire il y a assez peu d'hommes dans le développement de ces projets tech, enfin assez peu de femmes, pardon, et que la place est justement prise par les hommes. Est-ce qu'à la fin, on ne se retrouve pas avec des outils tech qui sont un peu biaisés? C'est ça le vrai sujet et le danger de notre société, qu'on veut meilleure grâce à la technologie. Et on s'aperçoit qu'elle est en train de s'écrire dans l'inégalité la plus totale. Ce qui amène effectivement une vision biaisée, une vision coupée à moitié. Et les femmes, justement, elles ont cet autre regard. C'est pas qu'il est meilleur, il est juste différent. Et qui peut apporter, justement, quelque chose de différent. Alors, sur le sujet de Céline et de We're Not Weapon of War, il est essentiel. Mais si vous prenez le sujet, et puis il est vital, si vous prenez aussi des sujets de votre quotidien, quand vous allez commander un train, etc., on se tire la tête par les cheveux, parce que très souvent, c'est les hommes qui y ont pensé. Et nous, les femmes, on ne se retrouve pas dans ces plateformes, etc. Mais ça, c'est minime par rapport à tout ce qui peut arriver si on ne fait pas attention à remettre de l'équilibre. Sur des sujets d'IA, par exemple, sur des sujets d'algorithme? Exactement. Le biais est naturel. On a tous des biais, les hommes, les femmes. On est tous biaisés par nature. L'important, c'est justement d'y faire attention et de mettre des pare-feux qui permettent que ces biais soient le moins possible impactants pour le résultat de ce que peut apporter une intelligence artificielle, etc. Et un de ces pare-feux, c'est d'avoir des femmes au même titre que les hommes, en fait. Qu'on puisse être ensemble. En fait, une entreprise, une société, elle doit être représentée à part égale. On est les femmes 52% de l'humanité. Donc, on se doit d'être à 52% dans tout ce qui est créé pour cette humanité. Et puis, je pense que tant que les femmes seront sous-représentées, c'est toutes les minorités qui continueront à être sous-représentées. Donc, c'est aussi une question d'égalité, mais de diversité. Et puis de performance, parce qu'on le sait, quand les femmes sont à la tête d'entreprise, eh bien, elles surperforment. Alors Céline, que vous a apporté ce prix à vous? Je crois déjà vraiment c'est un prix sans flatterie, c'est un prix qui est extrêmement important pour moi. J'étais très très honorée de l'avoir et parce que on partage ça, je pense qu'on partage ces valeurs d'égalité, d'inclusivité. Moi mon travail, je travaille là-dessus et je pense que c'est tout à fait ce que fait la JFD et donc pour moi c'était hyper important d'avoir ce prix. Ça m'a apporté bien sûr de la visibilité comme je le disais. On a des jeunes filles aujourd'hui qui me contactent aussi parce que elles ont vu que j'avais eu ce prix. Donc, pour tout ça, c'est extrêmement important. Et encore une fois, moi, j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que la question du rôle modèle, encore une fois, rôle modèle, ça veut tout et rien dire, mais c'est en fait de pouvoir voir de manière concrète des femmes faire des choses qui ont trait à ce secteur-là. Ça, c'est hyper important parce que ce sont des générations derrière qu'on va pouvoir inspirer et de pouvoir dire c'est possible. C'est pas possible que dans ce secteur, on soit encore si en retard parce qu'on a besoin effectivement des deux regards et c'est extrêmement important parce qu'on rentre aussi dans une ère où on va être technologique, je veux dire un maximum. Donc voilà, donc ça m'a apporté tout ça. Céline parle des générations futures. Il y a un prix Margaret Junior. C'est important aussi d'aller encourager les jeunes filles dès le plus jeune âge parce qu'on sait qu'elles délaissent
grandement les mathématiques et tout ce qui peut avoir trait à des études plus technologiques. Ce prix Les Margaret, il y a effectivement 3 catégories, entrepreneurs, intrapreneurs et juniors, qu'on a créé en 2020, en plein Covid, pour rappeler aussi à ces jeunes filles qu'elles étaient complètement capables, au même titre que les femmes plus âgées, de réfléchir et d'imaginer un futur avec comment la technologie pourrait apporter quelque chose de meilleur. Donc, ces 3 catégories, entrepreneurs, intrapreneurs, donc pour des femmes qui portent des projets de transformation dans les entreprises, et les juniors, donc 7 à 18 ans, on en a rencontré, alors en plus, donc on le fait en Europe et en Afrique, et donc on a aussi cette notion de bâtir des ponts entre ces 2 continents, l'Europe et l'Afrique, et de les mettre en lumière, en visibilité, puisqu'elles rapportent, dans le cadre du prix, elles ont un accompagnement de l'accélération de croissance, programme de la JFD de nos partenaires, elles ont 1 million d'euros de visibilité en équivalent média pendant 1 an, elles sont vraiment accompagnées pour que leur projet voit le jour, et donc on le fait en Europe et en Afrique. Malebina Tsotsotso, qui a remporté le prix Margaret Junior d'Afrique du Sud, c'est notre grande fierté. On lui a aussi remis une bourse d'études qu'on a... Que fait-elle ? Elle a créé une plateforme d'e-learning qu'on a présentée à l'ambassadeur d'Afrique du Sud en France à l'occasion du 8 mars des 10 ans de la JFD. L'ambassadeur d'Afrique du Sud a présenté le projet au président d'Afrique du Sud, et aujourd'hui, sa plateforme d'e-learning est intégrée dans le programme d'éducation en Afrique du Sud. Et on lui a donné sa bourse d'études qu'on a signée directement à l'African Leadership School. Et donc ça, c'est des grandes fiertés, parce que ça les accélère très vite. Et jamais elles auraient pu faire ça seules. Elle a 15 ans, Malebina. Alia Semia, elle a trois ans et demi. Elle est venue sur ce plateau. Elle est venue sur votre plateau, et merci. Et elle est formidable. Cette application contre le harcèlement scolaire. Et elle a fait un TEDx comme Céline. Et moi, j'avais rencontré Céline quand elle avait fait son TEDx. Et c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué. Et j'étais allée la voir après son TEDx. Parce que c'est important, parole. Si je vais ajouter, dans des pays en développement, justement, aussi de porter cette image. On ne se rend pas compte, mais ça a un impact énorme dans des pays où c'est encore plus difficile. C'est difficile partout d'être une femme, mais ça l'est encore beaucoup plus dans ces pays-là dans lesquels je travaille. Et donc là, ça apporte encore une fois une inspiration, et surtout se dire, bah oui, c'est possible, en fait. Et de l'autonomisation aussi de ces jeunes filles qui vont devenir des femmes et qui vont compter dans la société. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement important. Pour terminer, Delphine, comment on candidate ? Alors, on candidate tout de suite maintenant, sans hésiter, et on n'attend pas que tout soit parfait, parce que c'est jamais parfait. Et si c'est parfait, c'est que c'est trop tard, parce qu'on recommence. Donc voilà, surtout, un appel à toutes ces femmes et jeunes filles, n'attendez pas la perfection. Le syndrome de la bonne élève, on l'a toutes. Donc ça, vraiment, je tiens à le dire, jusqu'au 9 janvier, minuit. Donc il faut y aller, quoi. Il faut y aller. C'est un prix qui est sous le haut patronage du président de la République française. On est très fiers, puisque Jean-Noël Barrot, le ministre du Numérique, a annoncé que ça serait le président de la République lui-même qui remettrait les prix le 17 avril. Et donc c'est sur le site www.johngfd.com, et il y a un appel à candidature, et c'est très simple. Il y a très très peu d'éléments à fournir, de détailler. Bien au contraire, nous, ce qui nous intéresse, c'est le projet et 1 minute de vidéo pour l'expliquer. Et on a un jury d'experts qui se réunit le 9 février pour élire les Margaret, qui seront révélées donc le 17 avril sous le haut patronage du président de la République française, européenne et africaine. Merci beaucoup Delphine Rémy-Boutan. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice de la JFD, et Céline Bardef, fondatrice de We Are Not Weapon of War. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On part pour une petite quinzaine de jours de vacances, mais évidemment, vous aurez l'occasion de redécouvrir les meilleures émissions de l'année. Passez de très belles fêtes sur Bismart.